Écoutez, je vais vous répondre très très clairement, 10%. Toutes mes affaires, ou presque toutes, ont eu leur projection de fiction. C'est quand même incroyable, j'ai été graciée par le président. Oui, deux fois graciée par le président. Oui, là. Si je ne le faisais pas moi-même à l'encontre de mes agresseurs, en l'occurrence à l'encontre à l'époque d'Éric Dupond-Moretti. À la barre. Alors là, vous êtes invité au Sénat dans cette slide. Pourquoi exclusivement la lutte contre les violences familiales, maître Tomassini? Alors, ça commence il y a à peu près 12 ans. C'était en 2010. La loi du 9 juillet 2010 sur les violences psychologiques venait d'être promulguée. Et je venais d'en avoir connaissance. Et je me suis dit, enfin une loi qui va permettre à toutes les femmes qui sont violentées psychologiquement de pouvoir faire renvoyer leurs compagnons devant un tribunal correctionnel. Donc c'était une loi qui évoquait le harcèlement psychologique dans le couple et qui aussi évoquait déjà l'ordonnance de protection. Donc une loi vraiment importante pour les femmes et qui a été pour moi un déclic. À l'époque, je travaillais plus précisément dans le domaine du droit immobilier. J'étais spécialisée en droit des affaires et j'avais perdu toute motivation pour cette profession, l'avocature, dans laquelle je m'étais engagée avec foi et j'étais en perte de sens. Et cette loi de 2010 m'a forcée à m'interroger sur le pourquoi de mon engagement en qualité d'avocate. Et je me suis dit, voilà peut-être un moyen aujourd'hui, avec cette loi, d'aider les femmes. Parce que moi-même, j'avais vécu des violences psychologiques dans le monde du travail, en qualité de collaboratrice, et également dans mes différentes relations sentimentales. À partir de là, j'ai rencontré également mon associé, mon ex-associé aujourd'hui, et nous avons travaillé d'arrache-pied le week-end dans ma cuisine pour faire des études de marché, et nous avons finalement créé une cellule de secours pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà pourquoi cette spécialisation. Aujourd'hui, j'ai créé donc ma propre structure entièrement dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales, car il ne faut pas oublier les enfants et la défense de la veuve et de l'orphelin. Finalement, c'est aujourd'hui ma vocation, mon métier et, à mon sens, le véritable métier de l'avocat. Pourquoi il a fallu attendre 2010 pour cette loi? Ça a été très long parce que... de pare-feu auparavant? Comment ça se passait? Non, il y avait, comme vous dites, pas vraiment de pare-feu. Et de toute façon, cette loi de 2010, aujourd'hui encore, elle est très difficile d'application, puisque il n'y a que très récemment que nous pouvons obtenir des ordonnances de protection de façon, on va dire, significative. Et de la même manière, encore aujourd'hui, les violences psychologiques et le harcèlement, même si sur le papier et dans les textes, on peut renvoyer les auteurs de ces violences devant un tribunal correctionnel, concrètement, c'est très difficile d'y arriver, et quand on y arrive, les condamnations sont extrêmement faibles. Et psychologiquement, est-ce que c'est difficile d'accompagner ces victimes pour vous? Ou vous vous êtes détaché de ça, de par votre expérience? Alors, c'est un petit peu comme pour les médecins, si vous voulez. Donc, on ne peut pas dire qu'on est détaché de la matière que l'on traite, c'est-à-dire l'humain. Ce n'est pas possible. En revanche,
il faut conserver une certaine distance par rapport à ce qu'on peut connaître dans les dossiers, qui est très souvent difficile à supporter en termes de violence physique mais aussi sexuelle, et aussi s'agissant des enfants. Donc oui, c'est difficile psychologiquement, je l'avoue, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on se, entre guillemets, blinde. Et par ailleurs, il faut un très bon équilibre personnel, un environnement familial et amical assez solide et très bienveillant pour justement pouvoir se reposer. C'est un peu, non pas le repos du guerrier, mais le repos de la guerrière. Il vous faut du divertissement aussi, le soir Oui, le soir. C'est obligatoire le divertissement pour s'évader? Alors, vous voyagez beaucoup? Le divertissement, déjà il y a l'apaisement. L'apaisement auprès de son environnement familial et amical. L'apaisement est fondamental. Après, le divertissement aussi. C'est-à-dire que il faut pouvoir sortir de ce milieu professionnel qui, somme toute, est assez mortifère. Donc oui, je dirais que plusieurs de mes passions me portent à sortir, à savoir le théâtre, le cinéma, la culture d'une manière générale. Mais quelque part, j'y reviens à mon domaine professionnel à travers ces différents médias, puisque pour moi, que ce soit le cinéma, le théâtre et l'art d'une manière générale, tous doivent porter ce message que moi je tente de porter, à savoir la nécessité de lutter contre les violences intrafamiliales et surtout l'égalité des droits femmes-hommes, hommes-femmes. Et ben justement, vous pensez pas si bien dire. On va parler aussi des hommes, puisque vous êtes spécialisé dans les violences intrafamiliales. Oui. C'est pas uniquement que des femmes, c'est essentiellement des femmes. Mais quelle est la part des hommes dans votre clientèle? Écoutez, je vais vous répondre très très clairement, 10%. C'est-à-dire que sur 200 dossiers en cours, j'ai 20 dossiers d'hommes. C'est très clair, très carré, et c'est assez représentatif de justement la part que représentent les hommes violentés dans la société. J'entends ceux qui se déclarent comme tels. Parce que, évidemment, c'est encore plus difficile pour un homme de pousser la porte d'un commissariat pour dire qu'il est un homme battu. On va passer à la seconde slide. Alors, la seconde slide. Un peu plus centré sur votre travail en lui-même. Ah oui, alors, déjà victime de représailles, c'est la question qui m'est posée. Vous attaquez principalement des hommes. Alors, ça pourrait être un milieu plus machiste, misogyne, les personnes que vous attaquez. Oui. Est-ce que c'est un risque pour vous? Est-ce que vous avez déjà été victime de représailles par rapport à ça, par rapport aux auteurs des faits? Alors, je dirais que concrètement, je répondrai par la négative. Maintenant, j'ai déjà été dans le cadre d'affaires d'assises menacée par la famille de l'auteur qui était donc accusé de viol ou d'homicide ou de tentative d'homicide. Ça m'est arrivé. En revanche, en cour d'assises, il y a un service d'ordre qui est omniprésent. J'ai été exfiltrée parfois. Donc on nous a accompagnés par des sorties dérobées du tribunal. Oui, ça a existé. Maintenant, je n'ai jamais été contrainte de déposer plainte moi-même à l'encontre justement de la famille des auteurs ou d'auteurs eux-mêmes. Je dois dire que je ne pense jamais à ça. Parce que sinon, si on a des craintes, si on commence à avoir peur nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on puisse finalement faire notre métier et protéger ces femmes et justement les conseiller pour qu'elles n'aient plus peur?
C'est paradoxal. Je dirais que parfois mes collaboratrices ont plus de crainte que moi et par moments me tempèrent. Me tempèrent dans les propos que je peux avoir, notamment en plaidant. Alors, en parlant de représailles, on quitte votre point de vue personnel pour une approche un peu plus générale. Vous êtes aujourd'hui confronté à un cas judiciaire particulier. Il s'appelle Cherif Delay, victime devenue bourreau de ses 2 ex-compagnes, dont vous êtes l'avocate. Oui. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une vengeance? Et est-ce que votre défense sera la même ou vous allez vous adapter au passif de Monsieur Delay? Oui, c'est une assez bonne question. Je vous remercie de me la poser. Écoutez, cette affaire est particulièrement pour moi intéressante. Elle est intéressante à 2 titres principalement. D'une part, on parle de Cherif Delay, qui est un enfant victime. Dont tout le monde malheureusement a entendu parler pendant et après ce fameux procès d'Outreau. Excusez-moi, c'est un peu l'inverse de ce que vous avez vécu auparavant avec vos autres clientes. C'était des femmes qui étaient battues, qui se sont vengées pour ne plus être battues, et là c'est un peu l'inverse. C'est pas que c'est l'inverse. En fait, on assiste dans le cadre d'un contexte de violence intrafamiliale qui était celui de Cherif Delay. On assiste souvent à des schémas de reproduction. Et je me bats d'ailleurs pour les enfants victimes. Donc, je peux concevoir que le passé de Cherif Delay a pu avoir une influence certaine sur ce qu'il a pu reproduire dans le cadre de ses relations avec ses compagnes. En revanche, encore une fois, je suis contre la stratégie, la culture, la politique de l'excuse. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités quand on est un enfant victime. Soit on se laisse engloutir par le tsunami de la violence qu'on a soi-même vécu et on reproduit, soit on prend le chemin de la résilience. Et on a le choix. En tout cas, on a tout de même le choix. Même s'il y a un contexte, des facteurs qui vous poussent vous avez toujours votre libre arbitre. Et dans l'affaire de Cherif Delay, c'est très prégnant ce libre arbitre, car il le revendique. Il s'estime responsable. Et d'ailleurs, il l'a dit, c'est en noir et blanc dans le rapport d'expertise psychiatrique du dossier, il revendique d'avoir une identité propre et de ne pas être ramené sans cesse à son affaire, à l'histoire d'Outreau, à cette victimisation. Or, il se victimise lui-même. Donc, il est assez paradoxal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en l'état, aujourd'hui, ce n'est plus l'enfant shérif, l'enfant victime qui va être jugé et qui comparaissait devant le tribunal correctionnel de Versailles, mais c'est le Cherif Delay, un homme de 32 ans qui a fait des choix et qui a reproduit ces schémas de violence et d'ultra-violence sur ses compagnes. Parce que, prétend-il, qu'il déteste les femmes. Il déteste sa mère et il voit en toutes les femmes sa propre mère. Mais ça, si vous voulez, ce qui pose problème, c'est que la société a offert à Cherif Delay de se soigner. Il y a eu plusieurs condamnations précédentes, notamment pour violence conjugale, avec des injonctions de soins, lesquelles n'ont jamais été suivies par Cherif Delay. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a une part de choix et de libre arbitre pour Cherif Delay d'être devenu auteur de violences conjugales. Eh bien d'accord, c'est plus clair maintenant. On passe, si vous le souhaitez, à la 3e slide, à moins que vous ayez quelque chose à compléter. Non, vous le savez, sur cette affaire, il a fait des aveux
donc de volonté, d'intention homicide sur ces deux ex-compagnes à la barre du tribunal correctionnel. Et aujourd'hui, il a été donc présenté devant un juge d'instruction, lequel l'a mis en examen. Il va y avoir une instruction assez longue et peut-être sera-t-il renvoyé devant une cour d'assises. Donc l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là, mais elle pose une bonne question tout de même à la société, même si Cherif Delay n'a pas finalement suivi les injonctions thérapeutiques qui lui étaient faites. Est-ce que la société a mis tout en œuvre pour l'aider justement à suivre ces injonctions-là? Est-ce qu'il y a eu un contrôle? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Je n'en suis pas certaine. Donc ça interroge, cette affaire interroge une fois de plus la société sur le sort des enfants victimes de violences conjugales. D'accord, affaire à suivre du coup. Troisième slide, votre stratégie pour réussir un procès, maître. Alors, vous êtes en face de plusieurs caméras. Envahi par les médias. Je regarde. Stratégie pour réussir effectivement un procès. Sur quel élément on s'appuie principalement pour tenter de remporter un procès, par exemple, comme celui de Jacqueline Sauvage, que vous avez choisi pour son procès en appel, qui vous a choisi pour son procès en appel, qui n'a pas donné lieu à une victoire sur le terrain, sur le terrain juridique, mais politique, grâce à la grâce du président Hollande, oui, qui est d'ailleurs affiché dans votre cabinet. Absolument, absolument. Alors, je dirais que pour réussir à gagner une affaire, à défendre les intérêts de ses clients, de ses clientes en particulier pour moi, je dirais d'abord que c'est la persévérance. La persévérance, la volonté, et que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour arriver à convaincre. Parce que finalement, le rôle de l'avocat, c'est d'arriver à convaincre. Comment on arrive aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre, à convaincre? Je fais partie de ceux qui pensent que de faire son travail d'avocat au sein d'un tribunal, d'une cour d'assises, et qu'au sein, j'allais dire, d'une cour d'assises ou qu'au sein d'un tribunal, ce n'est pas suffisant. De plus, j'ai embrassé une lutte un peu particulière qui est celle de la lutte contre les violences et surtout de l'égalité des droits femmes-hommes. À partir de là, cette lutte, elle est sociétale. Donc, pour se battre et vouloir finalement changer les choses, changer la société, on a besoin d'un écho. On ne peut pas se contenter de faire le travail de l'avocat classique, effectivement, qui plaide au sein d'une cour de justice ou d'un tribunal. Non, on a besoin effectivement d'amplifier ce message, de le rendre, je dirais, national, voire international, j'y viens, à travers justement les médias, qui sont un formidable vecteur qui peut nous permettre d'avoir la dimension que je recherche et de pouvoir parler à tout le monde. C'est-à-dire que ne serait-ce que la télévision, les chaînes d'infos continues permettent de rentrer dans le foyer de chacun, chacune et de les alerter et de leur dire voilà ce qui se passe. Et c'était pas le cas bien avant. En fait, moi j'ai pris, on va dire, exemple sur ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Donc, pour le jury populaire. Pour justement médiatiser tous les procès
d'assises. C'est important puisqu'aux États-Unis, depuis de très longues dates, les avocats sortent du tribunal et ils s'expriment devant une pléiade de journalistes. En France, ça a mis du temps à arriver. De la même manière, toutes mes affaires, ou presque toutes, ont eu leur projection de fiction. Des livres ont été écrits pour la plupart par mes clientes, que ce soit Alexandra Lange, que ce soit Jacqueline Sauvage, que ce soit encore Valérie Bacot. Donc oui, je souligne le fait que c'est évidemment pas par ego que j'aime la lumière entre guillemets des médias, parce que bien sûr j'ai été aussi assez critiquée. Où on a expliqué que finalement j'étais bien meilleure communicatrice qu'avocate, notamment dans le cadre de l'affaire Sauvage, puisqu'effectivement, vous le rappeliez, elle a été condamnée à 2 reprises par une cour d'assises, et ce n'est que grâce à cette volonté farouche que j'avais chevillée au corps, parce que j'étais persuadée de détenir la vérité là-dessus. Et quand on pense qu'on a raison envers et contre tous et toutes, c'est là où on y arrive, parce qu'on mettra tout ce qui est dans notre pouvoir pour finalement convaincre tous de la véracité de ce qu'on prétend et de ce qu'on défend. D'accord. Vous parliez des médias, vous parliez de l'avocat et du monde juridique vu en Amérique, dans les pays anglo-saxons. Alors du coup, est-ce que vous auriez aimé qu'une loi sorte en France pour la publicité, pour les avocats, pour se faire connaître au mieux? Est-ce qu'on différencie l'affaire de l'avocat? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la publicité? Ça va pas tarder à arriver, j'imagine. De toute façon, notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour ne pas le nommer, envisage donc d'autoriser que certaines audiences soient filmées. Moi, j'estime que c'est une bonne chose. En tout cas, que vous le reconnaissiez, alors, malgré le différend que vous avez avec lui. Oui. C'est loyal et c'est honnête, et c'est beau déjà de le reconnaître. Oui, mais si je reconnais que cette idée est la bonne, c'est que Éric Dupond-Moretti et moi-même avons quand même tous les deux une stratégie de communicant. Donc là-dessus, c'est un point que nous avons en commun, et je pense que c'est d'ailleurs le seul. Okay. On en parlera à la fin. Mais du coup, la publicité aussi, ça vous paraîtrait normal, que ce soit aujourd'hui légal pour un avocat? Mais ça l'est. On a fait beaucoup de progrès. L'ordre doit... On ne peut pas faire de la publicité sur Google sur YouTube avec votre vidéo. On voit des publicités comme ça, mais c'est pas des avocats français. Moi, j'en vois. Non, ce que vous voulez dire, c'est que aux États-Unis, et d'ailleurs, mais c'est soumis en fait au contrôle et à l'autorisation de l'ordre des avocats, je précise, qui est très pointilleux, il faut bien le dire, en matière notamment même de sites internet pour les avocats. Tout est très précis, tout est relu, visionné plusieurs fois pour que vous puissiez avoir l'accord de l'ordre. C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui justement, parce que la semaine dernière, on a posté, enfin c'est aujourd'hui, mais la semaine dernière on a posté 3 photos, et on a mis, c'est le top 3 des pubs des avocats. Et parmi ces pubs, il y a un avocat qui a fait une affiche et qui a dit un divorce acheté, le deuxième offert pour la suite. Et c'est des pubs qui sortent du conventionnel et qu'on peut pas voir aujourd'hui en France. Et c'est ça qui est marrant de voir à travers les autres pays, les pays étrangers. Complètement. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, justement, j'étais en discussion sur le fait qu'il me paraissait intéressant, ce qui existe d'ailleurs aux États-Unis depuis de très 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 nombreuses années, c'est le fait d'avoir une publicité pour les avocats
dans les médias, à la télévision, même au cinéma, etc. Et ça ne choque personne aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. En France, ça n'existe pas. Maintenant, rien ne l'interdit. Il faut, et je pensais d'ailleurs tenter de proposer une publicité de cet ordre-là. Bien évidemment, il faudra l'autorisation de l'ordre. Après, c'est très difficile à obtenir, mais sur mon site, sur Facebook, précisément, j'ai une vidéo qui essaye d'expliquer quelle est mon activité, quelles sont toutes les branches de mon activité. Et par exemple, cette vidéo, si on la réduit à, mettons, 2 minutes ou 3 minutes, parce que d'abord, ça a un coût. D'abord, premièrement, il faut l'autorisation de l'ordre. Ensuite, ça a un coût. Mais si elle est assez réduite, je trouve que ça serait intéressant de tenter de faire ce genre de film très court de présentation d'un avocat, par exemple sur une chaîne comme Teva. D'accord. D'accord. Alors, dernière question dans ce thème, dans cette slide. Avez-vous déjà été déstabilisé par la partie adverse avant même le début du procès? Je dirais qu'avant même le début du procès, non. Je pense que vous faites allusion peut-être à mes rapports avec notre garde des Sceaux, ou pas. Alors, plus général, non, pas vraiment. Je suis assez aguerrie, on va dire, à ce type de combat aussi qu'on livre, non pas, mais c'est l'arène de justice, hein, la cour d'assises. Donc maintenant, je suis assez aguerrie. Vous avez déjà vécu ça? Oui, j'ai déjà vécu. Non, mais non, c'est pas ça. C'est que en fait, je sais que ça va être sport. Je sais que je suis prête. Et donc je ne peux pas être déstabilisée. Je peux être agacée, extrêmement en colère, mais déstabilisée, non. D'accord. Maître, on passe à la 4e slide. Allez. Client célèbre. Est-ce que c'est votre cliente la plus célèbre? Enfin, c'est relatif, hein, mais alors, est-ce que c'est le procès le plus médiatisé déjà? Je pense quand même que oui. Il y en a eu 3. Vous les connaissez. Jacqueline Sauvage, je pense que je la mettrai en premier lieu. Il y a eu Valérie Bacot et Alexandra Lange. C'est dans le désordre parce que chronologiquement, c'est d'abord Alexandra Lange, Jacqueline Sauvage et Valérie Bacot. En termes, j'entends chronologique, de date, Alexandra Lange 2012, Jacqueline Sauvage 2016 et Valérie Bacot 2021. Donc acquitté, gracié, libéré. Procès malheureusement perdu quand même. Ah non, procès, enfin affaire gagnée. Procès perdu, affaire gagnée pour Jacqueline Sauvage. Pourquoi c'est pour moi l'affaire la plus... Il y a eu combien de grâces? Deux grâces. D'accord, vous faites partie des... C'est vraiment un cas extrêmement rare du coup. Oui. Et c'est surtout sur Hollande, vous êtes la première ou la deuxième? Non, on est. Il y a eu précédemment, je crois, 2 autres grâces, mais à l'époque, c'était évidemment d'autres présidents de la République. Mais une seule personne 2 fois graciée, non, ça n'existe pas. C'est quand même incroyable. J'ai été gracié par le président, quoi. Oui. 2 fois gracié, 2 fois gracié par le président. Oui. Je n'ai pas prévu d'en parler, mais comment ça se passe, la grâce du président? C'est lui qui vous appelle avant? Comment ça se passe? Non, c'était tout un process. Hein. Ensuite, il y a un décret de grâce. On le savait avant, on le sait toujours un petit peu avant. puisqu'on était en contact depuis la grâce partielle.
de Jacqueline Sauvage, on était en contact avec François Hollande, avec ses conseillers, puisque lui voulait surtout que Madame Jacqueline Sauvage soit comment dire, réconfortée même pendant sa détention après la grâce partielle, parce qu'elle était quand même très fragile. Il faut rappeler que c'était une femme qui avait 68 ans, donc c'était une femme qui avait beaucoup souffert également, et je crois qu'il n'avait qu'une seule peur, c'est que ça se passe mal pour elle en détention. À un moment donné, elle était extrêmement déprimée. Et ça aurait été catastrophique que Jacqueline Sauvage décède en détention. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle est décédée très peu de temps après sa deuxième grâce. Elle n'a vécu que 3 ans et demi après sa sortie de détention. Et heureusement que François Hollande l'a graciée, parce que si ça n'avait pas été le cas, elle serait décédée en détention. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a eu des grâces depuis? Aucune, non. Non. C'est la dernière grâce présidentielle. C'est la dernière grâce présidentielle à ma connaissance, en tout cas pour ce type de condamnation. C'est-à-dire, c'était pas pour rien, elle avait tué un homme. Okay. Ça date de 10 ans. 2016, non. Non, ça date de... D'accord. 2016, oui, ça fait 6 ans à peu près. Oui, 6 ans. D'accord. Donc pour vous, c'est votre cliente la plus célèbre? C'est ma cliente la plus célèbre. Pourquoi? Parce que c'est allé jusqu'au sommet de l'État. Maintenant, je dirais que en ce qui concerne l'affaire de Valérie Bacot, c'est une affaire aussi extrêmement marquante et emblématique. Pourquoi? Parce que sensibilisation aux violences conjugales, on y était. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la société, je crois, est sensibilisée. En revanche, l'affaire de Valérie Bacot a eu cela d'essentiel, c'est que là, pour le coup, c'est une cour de justice française qui l'a libérée. Donc, vous voyez bien que Alexandra Lange, elle a été acquittée parce qu'elle rentrait dans les clous de la définition existante de la légitime défense. Jacqueline Sauvage, elle a été graciée, mais le pouvoir, l'institution judiciaire, s'est arc-bouté contre le pouvoir politique et la société. Ils étaient contre sa libération. Alors que dans l'affaire de Valérie Bacot, c'est une cour de justice qui décide qu'une femme qui a tué un homme doit être libérée. Donc c'est aussi très très fort et très marquant. On est arrivé à un stade où c'est ni la société, ni le président de la République qui décide contre l'institution judiciaire, c'est l'institution judiciaire et une cour de justice qui dit oui, cette femme elle a tué, mais elle doit être libérée. Donc ça aussi c'est très fort. D'accord. On fait des films sur vos clientes, donc du coup sur Jacqueline Sauvage. 2 exemples d'ailleurs, L'emprise avec Fred Testo sur Alexandra Lange. Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin, c'est le nom du film. Leur parcours judiciaire, et donc sur vous indirectement, c'est dire votre place importante dans la société. Votre combat, c'est une réussite ou pas encore? Alors, c'est un chemin, mon combat. Est-ce qu'on est arrivé à bon port? Déjà, vous en êtes fière pour ces films? Oui, je suis fière. Je suis fière au nom de toutes les femmes. Je ne suis pas fière pour moi, mais je suis fière au nom de toutes les femmes. Je suis fière que la société évolue, que la société comprenne que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes et que les femmes doivent être protégées et qu'il est impossible et inconcevable qu'en France, en 2022, il y ait encore des femmes qui meurent sous les coups de poing et les coups de pied de leurs compagnons violents. Et donc, je suis fière qu'on évolue sur cette thématique, sur ce dramatique fléau. Vous les avez vus en avant-première, ces films? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous avez été représentée dans le film?
Je suis représentée dans le film. Ce ne sont pas les seuls. Il y a eu récemment sur M6 un téléfilm, une fiction sur une de mes clientes, Laura Rapp, où mon personnage est incarné par Lio. Lio est venue vous voir d'ailleurs? Oui, bien sûr. On a échangé. Elle s'est inspirée, bien sûr, de ma façon d'être. Ça veut dire que dans votre échange, au début, c'était un peu vicié parce que vous saviez qu'elle était venue pour vous imiter, entre guillemets, pour Alors, elle a pas... nos expressions. Oui, en même temps, bon, Lio est restée Lio, puisque dans le film, elle est brune, puisqu'elle est brune naturellement. Ce qui comptait pour elle, c'est surtout d'incarner ma détermination, ma force de conviction, le combat que je menais et cette personnalité qu'elle estimait forte, que je représentais. Maintenant, demain, et je vous le dis en avant-première d'ailleurs, l'affaire de Valérie Bacot va également donner lieu à une fiction. Donc, pardon ? C'est sur quelle... Alors, pour l'instant, j'en dirai pas plus, mais ça participe de ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que les médias, les fictions, l'art et la culture d'une manière générale doivent participer à ce combat. C'est fondamental. Donc, je suis aussi fière que l'affaire de Valérie Bacot puisse être montée à la fois en fiction, mais également, et là, c'est pour le coup vraiment une première au théâtre. D'accord, au théâtre aussi. Ça vous rend fière, du coup? Très fière. On va passer à la dernière slide. Oui. Plainte classée sans suite contre Éric Dupond-Moretti. Voilà, on en vient à ce sujet. Est-ce que le fait d'avoir été ou d'être encore en conflit judiciaire avec un ministre de la Justice vous porte préjudice dans votre travail d'avocate? Je dirais que non, pour répondre franchement à votre question. En revanche, ça a été une interrogation préalable et je crois que j'ai répondu très vite à cette interrogation dans le sens où je passe ma vie professionnelle, mon quotidien, à convaincre mes clientes de déposer plainte contre leurs agresseurs. À partir de là, si je ne le faisais pas moi-même à l'encontre de mes agresseurs, en l'occurrence à l'encontre à l'époque d'Éric Dupond-Moretti, je ne pourrais pas très sincèrement convaincre mes clientes de le faire si moi-même je n'ai pas le courage de le faire. Donc voilà, la question, elle a été rapidement éludée, entre guillemets. C'était pas une question, il fallait que je dépose plainte. C'est le sens des valeurs que je défends. Vous avez été étonné de ce classement sans suite? Étonnée, je ne vous dirais pas étonnée, quand on sait que 80% des plaintes sont classées sans suite. La mienne a suivi le même sort. Je crois qu'elle a suivi le même sort, mais en un temps record. Donc voilà, je vous laisserai apprécier en l'état. C'était absolument, je défendais la famille d'une jeune femme qui avait été tuée par son compagnon. Et je dirais pas évidemment, mais je le dis tout de même, mon contradicteur, en l'occurrence Éric Dupond-Moretti, défendait l'accusé. D'accord. Et cette affaire n'a pas été médiatisée? Cette affaire n'avait pas été médiatisée régionalement, mais oui, il y a eu quelques articles régionaux. D'accord. Alors du coup, dernière question. Et vous préférez quoi? Être ministre de la Justice ou ministre chargé de l'égalité chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes?
Très sincèrement, je pense que mon domaine de compétence est très nettement celui de l'égalité, de la défense de l'égalité homme-femme, femme-homme. Effectivement, si demain Voilà. Mais pour moi, c'est demain. Demain, ça peut être dans 2 semaines, mais ça peut être aussi dans 5 ans. Si demain, j'avais un rôle à jouer, je pense que je serai là pour le jouer le mieux possible dans le cadre d'un ministère à l'égalité homme-femme, femme-homme. Eh ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses et votre sincérité. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne.